auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Monsieur Dam, bonsoir et ravi d'être avec vous. À l'ouverture, la corruption est un phénomène qui touche tous les pays. Aucun État n'y échappe, quel que soit son niveau économique ou social. Mais une réduction de ce phénomène peut être envisageable au Niger selon un schéma, explique le coordinateur du réseau anticorruption que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration, ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ce qui peut faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. La rencontre des meilleurs élèves des 8 régions du Niger pour développer leur esprit d'entreprise à travers le programme Tour d'Excellence a bouclé sa 7e édition. Hier matin, comme à l'accoutumée, c'est la capitale nigérienne qui a accueilli la cérémonie. Le compte rendu avec Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. Patronnée par le ministre de l'Éducation nationale, cette 7e édition du Tour de l'Excellence a clos ses rideaux dans la salle de Mahatma Gandhi. C'est 102 participants de toutes les régions confondues qui ont été sélectionnés, soit un total de 502 participants de 2015 à 2022 à ce rendez-vous qui célèbre les meilleurs. Le Tour d'Excellence, c'est une activité que nous avons initiée après avoir relevé le constat amer du manque crucial des ressources humaines de qualité dans les entreprises. Moi, je suis du secteur privé. J'ai eu l'honneur de diriger des structures où je me suis rendu compte que j'avais un problème de ressources humaines et je n'étais pas la seule. Donc tout le monde crie ressources humaines, le secteur privé comme le secteur public, et nous nous sommes dit, il faut fabriquer dès maintenant les personnes qui vont comprendre d'abord la vision de notre pays, qui vont comprendre ce dont notre pays a besoin en termes de ressources humaines et qui vont s'inscrire, s'orienter dans des branches dont le Niger a besoin aujourd'hui.
Et c'est ce qui a justifié notre détermination à arriver jusqu'à ce jour. Après la projection du film du séjour des différents participants à Niamey, des témoignages et contributions ont été apportés par quelques-uns. En vertu des articles 30 et 31 de l'ordonnance numéro 84 33 du 23 août 1984 portant compte de la nationalité nigérienne, je me nomme Abdou Farid Abdou Asman. Et le télévision qui m'a donné la chance de participer de la 4e édition jusqu'à aujourd'hui. Pendant ces 4 années de participation, on nous a fait visiter plusieurs lieux bibliques et privés comme la Nigélec, l'église, la Solidaire, et tant d'autres pour ne citer que cela. On confirme bien l'évolution de taux de réussite nationale qui est passé de 20,51% en 2021 à 27,18% en 2022, soit un gain de 6,67%, exploit qui, je crois, mérite nos ovations. Je me rappelle de ce pas d'un seul cœur remercier le président pour tous les efforts apportés sur le plan de l'éducation nigérienne. Nous voyons bien que ce sujet vous tient à cœur, car je peux dire, comme tout bon président, vous vous souciez de l'avenir de vos enfants que nous sommes. Cet événement a vu le jour depuis 2015 et a réuni plus de 500 participants, dont 308 filles et 192 garçons. Le tour d'excellence réunit les excellents des 8 régions du Niger, sélectionnés sur la base de leur moyenne. Mon nom est élève au CSTI, admis cette année au bac D avec une mention très bonne. Le taux d'excellence est une initiative très bénéfique pour les jeunes excellents, car il est permis d'acquérir ou de développer l'esprit de leadership. L'entrepreneuriat à travers les visites des entreprises, des sociétés, des lieux publics et privés. À noter que beaucoup d'enfants qui n'ont jamais effectué de voyage se sont retrouvés à Niamey grâce à cette initiative et saluée ici par le ministre de l'Éducation nationale. La présente cérémonie de lancement de la 7e édition de Tour d'Excellence m'offre l'occasion de réaffirmer en cette belle fête d'excellence mon attachement à une éducation de qualité pour tous nos enfants, quelle que soit leur origine sociale. L'esprit d'excellence que nous connaissons ici fait partie des traits de caractère des 2 personnalités de notre pays. Je vais parler de M. Seydil Mokhtar, président de la présente cérémonie, et de M. Kader Kane, président fondateur de l'université ADU. Tous connus et appréciés de tous pour leur dévouement à la recherche de la qualité des compétences et des ressources humaines au Niger. Nous vous applaudissons tous car vous êtes assurément une fierté pour la nation. Je vous adresse toutes mes félicitations. 7 ans de révélation des talents de notre pays, dont certains ici présents ont toujours été là. Par la stimulation qu'il suscite dans les écoles, le Tour d'Excellence fait partie aujourd'hui du baromètre du niveau de notre système éducatif. Mais au-delà de la compétition sur la voie de l'excellence, l'événement nous offre aussi l'occasion de réfléchir sur des paradigmes d'intérêt majeurs, notamment le dépérissement des valeurs. Initiative salutaire qui permet la mise à niveau des élèves. Beaucoup se battent corps et âme pour y participer. TACT Development s'engage également à faire du suivi et de l'employabilité des diplômés. Les rideaux sont tombés sur la réunion nationale des gestionnaires des données sanitaires du Niger le 18 août 2022 et c'est la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa qui a abrité la cérémonie. Le point avec Abdelmoumouni Yawale et Maman Sani Ousmane. La réunion nationale des gestionnaires des données sanitaires du Niger, après 3 jours d'intenses travaux, les participants
à cette réunion, qui sont les techniciens de la santé, ont pris un engagement qu'ils vont honorer dans leur travail. Et un engagement est comme un serment religieux, comme l'a si bien dit le secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le docteur Ibrahim Souley, qui, comme à l'ouverture, a prononcé le discours de la clôture de cette réunion. Cette réunion nous a effectivement permis de, en premier temps, évaluer les recommandations de la réunion de planification de l'année 2020, orienter davantage les axes clés de gestion des données sur certaines questions spécifiques, identifier les bonnes pratiques de gestion de données, distinguer les gestionnaires des données selon leur mérite, discuter des difficultés opérationnelles réelles qui entravent la gestion des données, formuler les recommandations et engagements pour améliorer la gestion des données fiables. Les discussions et échanges ont été particulièrement fructueux et ont permis de faire le point sur les réalisations accomplies, les difficultés qui assaillent la gestion de l'information sanitaire. Ces échanges ont également permis de cerner les défis qui restent à relever. Ainsi, la mise en synergie de nos efforts permettra d'atteindre l'objectif principal que nous nous sommes fixés, celui de contribuer à l'amélioration de la gestion des données sanitaires de routine. À cet effet, les différentes interventions, les débats interactifs ici des 3 journées de la réunion ont permis de mettre en évidence les réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes constituant de fait un des déterminants clés du succès de l'amélioration de la qualité des données sanitaires de routine. Notez que des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux agents de santé les plus méritants avant de prendre rendez-vous à Zender pour la prochaine réunion. Actualité internationale dans cette édition, le Mali accuse la France d'espionnage et d'armer les groupes terroristes. C'est dans un rapport adressé à l'ONU. Suivez plutôt ce reportage de TV5 Monde. L'armée française a quitté le Mali, mais les tensions entre Paris et Bamako sont loin de s'apaiser. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités maliennes dénoncent des actes d'agression perpétrés par les militaires français. Il nous a été donné de constater des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises, en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, sans autorisation des autorités maliennes. Selon le gouvernement malien, ces actes portent atteinte à la souveraineté du pays. Ils s'apparenteraient à de l'espionnage et même à une forme de soutien aux groupes djihadistes. Ce jeudi à Paris, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français réagit. Nous condamnons la multiplication des manipulations de l'information qui ne doivent aucunement détourner l'attention de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays dont les populations sont les premières victimes. Pour donner suite aux accusations, Bamako demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Interrogé sur le sujet, le porte-parole des Nations Unies déclare que la décision appartient aux États membres du Conseil. Le point fondamental est que nous avons été extrêmement reconnaissants de l'engagement des forces françaises dans l'opération Barkhane pour stabiliser la situation au Mali. Et nous espérons que tous les autres pays coopérant avec les autorités maliennes tenteront également de jouer un rôle stabilisateur. Le Mali ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Sa demande doit être présentée par un État membre. La Chine occupe actuellement la présidence du Conseil de sécurité et pourrait être un allié de taille pour Bamako. Quels sont les nouveaux visages de l'Assemblée nationale du Sénégal peu de temps après les élections législatives? Élément de réponse dans ce reportage de France 24. Il est l'un des nouveaux visages de la scène politique sénégalaise. Papa Djibril Fall est entré en politique il y a juste 4 mois. Ce journaliste de 36 ans, leader de la coalition Les Serviteurs, fait sa première sortie publique devant les médias depuis son élection en tant que nouveau député à l'Assemblée nationale.
Il compte proposer des lois une fois au Parlement pour favoriser notamment l'emploi des jeunes. Ces jeunes-là cherchent la fenêtre de tir. Ils sont aujourd'hui à travers le désert pour rejoindre un Eldorado entre guillemets. Nous voulons aujourd'hui redonner espoir à cette jeunesse-là en ayant à l'Assemblée nationale une position libre, transparente et logique qui permet aujourd'hui de dire à ces jeunes-là que vous n'avez pas le droit de perdre espoir. Oumar Sy fait aussi partie des nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Ce spécialiste de l'aviation civile a bénéficié malgré lui de l'élimination par le Conseil constitutionnel avant les législatives de la liste principale de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Inscrit en tête de liste des suppléants, il a été élu député en étant totalement méconnu du grand public. Ce que nous avons connu jusqu'à présent, en tout cas avec la majorité présidentielle, c'est des députés qui ont crié Urbi Orbi qu'ils sont des députés du président de la République. Nous nous sentons investis d'une mission du peuple. Et par conséquent, notre seule ambition, c'est de travailler au service exclusif des populations. La coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, a obtenu de justesse la majorité au Parlement, une situation inédite au Sénégal. Pour cette analyse politique, les électeurs ont voulu renouveler la classe politique. Les Sénégalais ont rejeté une certaine manière de faire, sans même peut-être connaître l'identité des députés. Ils ont voté pour la rupture. Donc cette rupture doit être vue, doit être visible au niveau de l'Assemblée nationale. Les nouveaux députés sénégalais vont prendre leurs fonctions le 14 septembre. Ce sera la 14e législature de l'histoire du Sénégal. Revenons au pays à présent pour parler de la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite par le coordinateur du réseau anticorruption sur les solutions envisageables face au phénomène de la corruption au Niger. Très bonne réception et bon week-end à tous. Au revoir. Dans un premier temps, la corruption, pour moi quand même, c'est un fait. On le dit c'est comme si c'est une maladie, c'est une catastrophe, comme naturelle aussi, qui en réalité est la capacité au fait des êtres humains qui sont en charge de la gestion des biens publics ou des biens privés, qui dans leurs actions, il y a un manque de transparence, de dignité, un manque de redevabilité et un manque d'intégrité. Ce qu'il faut comprendre, la corruption, c'est tout simplement un manque de transparence, de dignité, de redevabilité, d'intégrité et de professionnalisme dans toute action publique. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration, ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ceux qui peuvent faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs, en réalité, sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, parmi les causes encore, on a le manque de leadership et de vision éclairée en réalité de nos gouvernants qui en réalité n'ont pas le souci de développement et de transparence et surtout le souci de redevabilité de pouvoir rendre compte au peuple. En plus de ça, il y a le laisser-aller. Le laisser-aller, il y a l'injustice, l'impunité en réalité qui aggrave, surtout l'impunité en réalité, qui aggrave la question de la corruption au Niger parce que les gens vont se dire, de toutes les façons, un tel a été coupable de corruption, il n'a pas été puni conformément à la loi, donc moi aussi je veux le faire. Je veux prendre des milliards, faire des transactions et puis en réalité je sais que de toutes les façons je passerai peut-être
1 ou 3 mois à la prison, où il suffit juste en réalité d'adhérer au parti politique qui est au pouvoir, ce qui veut dire que les charges contre moi en réalité sont abandonnées. Et il y a aussi en réalité cette question d'incivisme. En réalité, que ce soit des populations eux-mêmes, il y a aussi l'ignorance en réalité qui est une des causes profondes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas en réalité que la corruption est un délit et aussi est un crime, parce qu'aujourd'hui au niveau international, la corruption en réalité est définie comme un crime en réalité, et en même temps c'est une violation aux droits humains. Et dans ce cas aussi, il y a ce qu'on appelle la corruption forcée qu'on a aujourd'hui au Niger, où la personne ignore que c'est de la corruption, mais c'est tout simplement de l'ignorance parce qu'on l'a forcé à donner quelque chose pour avoir accès à un service public. Donc, nous avons beaucoup de choses en réalité qui sont les causes dans ce pays. Les conséquences sont multiples et multiformes. La première des choses, on est en train de vivre l'une des plus graves conséquences qui est le terrorisme. Parce que la question en réalité de terrorisme, l'une de ses conséquences c'est le terrorisme, parce qu'en réalité, lorsque les institutions et l'impunité, les institutions de la République sont fragilisées, lorsque l'impunité en réalité est devenue monnaie courante dans un pays, ça permettrait en réalité d'avoir des frustrés dans un pays, d'avoir des gens en réalité qui vont essayer de prendre les choses à leur portée et de pouvoir en réalité se radicaliser, parce que c'est un processus. Et de ce processus de radicalisation, ça les amène en réalité à l'extrémisme, et de l'extrémisme à être des terroristes, parce que tout simplement, à un moment, il y a un fait, ils ont été coupables, ils ont été quand même à un moment biaisés par tout ce qu'on a comme instrument juridique de la base jusqu'au sommet. À part ça, il y a la conséquence économique pour le pays. Ça permettrait en réalité, lorsqu'on regarde parmi ces conséquences, permettre à d'autres personnes de s'enrichir sur le dos du peuple. Ce qui fait en sorte que les personnes qui sont au niveau du pouvoir, en réalité, vont essayer, un minimum de personnes vont essayer de détourner les fonds publics et laisser le peuple dans la misère et dans la pauvreté. Et la preuve aujourd'hui au Niger, plus de 30% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et en plus de ça, parmi les conséquences en réalité, ça permettrait aussi la délinquance des jeunes, et aussi ça réduit l'efficacité des services publics. Et il y a toujours des conséquences en réalité, par exemple, qui ont droit au droit de la vie. Je prends par exemple lorsqu'on donne un contrat de construction d'une route. Goudron par exemple, on dit 10 mètres, et que dans ce processus, on décide en réalité, quelqu'un quelque part décide d'enlever 1 mètre de chaque côté. On aura quoi? 8 mètres. Ce qui veut dire que la capacité de la route de pouvoir permettre au nombre de véhicules d'aller et de revenir, et de l'espace qui permettrait à 2 véhicules de pouvoir passer sans pouvoir se frotter, cet espace est mis en cause parce que quelque part quelqu'un a fait quelque chose, c'est qui aura des conséquences sur la vie des citoyens. Ou lorsqu'on décide en réalité que le nombre de couches sera de 6, on enlève 2 couches, et vous savez, 2 couches, ou une seule couche, si on l'enlève, c'est des milliards. Sur 50 km, c'est des milliards en réalité. Et lorsqu'on le fait, et là aussi en réalité, ça permettrait d'avoir d'un peu de temps ce qu'on appelle les nids de poules, les nids d'éléphants, et ce qui va causer aussi des accidents. Dans le domaine de l'éducation, quand on prend parmi ces conséquences, lorsque une classe est mal construite, parce que tout simplement quelque part quelqu'un a pris de l'argent, l'entrepreneur qui a pris le marché est corrompu, les contrôleurs, en réalité le cabinet de contrôle est pris en charge par l'entrepreneur parfois, là, ça permettrait aussi d'avoir des classes
qui on dit que ce sont en matériaux définitifs, mais en réalité qui ont des conséquences qui peuvent tomber à n'importe quel moment et qui peuvent en réalité prendre la vie des élèves. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. On peut réduire considérablement la corruption, mais aucun pays à la date d'aujourd'hui n'a pu mettre fin à la corruption. Malgré des pays comme le Singapour qui sont pris en exemple dans le monde, il y a quand même toujours des petits brebis galeuses qu'on peut trouver qui peuvent échapper aussi à la loi. Donc c'est pas facile de mettre fin à la corruption, mais quand même on peut réduire ça de manière considérable. D'abord, la première des choses, à travers le leadership. Le leadership, un leadership visionnaire, ça veut dire qu'à travers quand même des autorités qui ont dans un premier temps la vision de leur peuple et qui eux aussi en réalité ont le sens de la redevabilité, de l'intégrité et le sens aussi du respect de la démocratie et de l'état de droit. Et en deuxième position, c'est le respect des institutions de la République. Lorsque chaque institution arrive à faire son travail, des institutions aujourd'hui comme la haute autorité à la lutte contre la corruption, lorsqu'ils arrivent à être autonomes, des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, des institutions comme la Cour des comptes, et aussi même les trois piliers de la démocratie, par exemple le Parlement, lorsque nos députés, on arrive à avoir des députés intègres au niveau de l'Assemblée, un Parlement redevable, un Parlement transparent, qui n'est pas une caisse de résonance, ça fait en réalité parce que ça permettrait le contrôle des actions du gouvernement. Lorsque la justice devient indépendante, elle permettrait en réalité de pouvoir non seulement lutter contre l'impunité et dans ce cadre-là aussi de pouvoir en réalité sanctionner en fonction de la loi conformément au texte que nous avons. Et ce qu'il faut aussi, il faut que nous arrivions à un moment de disposer en réalité d'une loi anticorruption dans notre pays. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger ne dispose pas d'une loi spécifique à la question de la lutte contre la corruption. Il y a quand même un avant-projet de loi qui a été aussi dans le processus d'élaboration, a été accompagné par l'une des organisations membres du réseau, qui est l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International. Il y a cette question aussi de promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption politique. Lorsqu'on arrive à mettre fin à cela, ça veut dire que dans le processus d'élection, il faut que les citoyens comprennent, c'est là où le bas blesse, que les citoyens comprennent en réalité que le processus d'avoir un dirigeant responsable commence d'abord par nous-mêmes. Il faut d'abord refuser la corruption pendant les élections. Il faut choisir des dirigeants intègres de la commune, des conseillers locaux, jusqu'au président de la République. Et ce qui permettrait en réalité d'avoir un processus ou un cadre de gouvernance au niveau national qui permettrait de mieux lutter contre la corruption. L'un des piliers importants, c'est comment mettre notre système éducatif pour que ce système éducatif puisse être au rendez-vous de développement. Et en parlant de système éducatif, il y a quand même les trois volets du système qui doivent se coordonner. D'abord, l'éducation informelle que les familles font en réalité, que pour moi, en réalité, c'est même ça, l'éducation formelle, que chaque parent, en réalité, doit prendre la responsabilité de pouvoir, d'abord, dans sa famille, promouvoir l'intégrité, la redevabilité, être digne, être honnête avec ses enfants et les éduquer sur la bonne voie. Et lorsque chaque parent arrive à mieux éduquer ses enfants, à inculquer ces valeurs-là de transparence et de dignité, et lui-même en réalité qui ne donne pas à ses enfants de l'illicite, parce que nous sommes des musulmans, lorsqu'on donne de l'illicite à des enfants, les enfants seront des mains des pires voleurs que nous.
Ça, c'est la première des choses. Et il y a la communauté qui contribue à l'éducation des enfants et l'école qui contribue aux instructions, à l'instruction et de pouvoir présenter certaines normes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a la question de la promotion de l'intégrité dans nos services publics. Que ce soit les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la justice, que ce soit dans toutes les administrations jusqu'au niveau municipal, il faut qu'on ait un code d'éthique au niveau de chaque service qui permettrait non seulement à toute personne qui ne respecte pas ces codes d'éthique et de déontologie, qui ne respecte pas ces codes d'intégrité en réalité d'être sanctionné, ce qui permettrait aussi de voir en réalité de faire école à d'autres. Il y a la promotion des valeurs à travers la récompense des personnes en réalité qui sont intègres et aussi à travers leur responsabilisation dans les services, ce qui permettrait à la jeune génération de prendre exemple sur eux, parce que ces gens-là, grâce à des valeurs, grâce qu'ils prônent, ça leur a permis d'être là où ils sont, parce qu'ils respectent non seulement leur profession, ils ont le sens du professionnalisme, le sens de la responsabilité, ils sont redevables et intègres. Ce qui permettrait à une nouvelle génération de pouvoir quand même être à la hauteur. Il y a l'implication de tout un chacun. La question de la lutte contre la corruption, ce n'est pas une question seulement de la société civile ou du gouvernement ou de la justice. C'est une question en réalité qui implique non seulement le pouvoir public, en commençant par le chef de l'État qui doit donner l'exemple lui-même d'être intègre, redevable et transparent, et lui aussi qui devrait lutter contre l'impunité même autour de lui. Et il y a aussi les journalistes qui doivent contribuer aussi à cela. Il y a aussi l'implication des étudiants et des entreprises privées qu'on doit impliquer dans cette question de lutte contre la corruption. Donc c'est ensemble la réalité que nous pouvons bannir ce phénomène de notre comportement, et nous devons en réalité mettre l'accent aussi sur la religion, parce que nulle part dans aucune religion la corruption n'est tolérée. Et d'ailleurs dans l'islam, Dieu dit: je bannis le corrupteur et le... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.